sur ce qu'est aujourd'hui l'état des lieux de l'antisémitisme sous toutes ses formes en France. Il sera question aussi de s'interroger plus précisément sur les causes de cet antisémitisme dont on évoque cet après-midi donc les sources fondamentales. Et dans le troisième temps, bien évidemment, ce sera les réponses qu'on peut y apporter, des réponses bien sûr institutionnelles, politiques, juridiques, policières et bien évidemment associatives, puisque pour beaucoup d'entre vous, vous êtes aussi des militants actifs naturellement de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, de façon plus générale pour la question des droits de l'homme. L'intervention du président du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, Samy Gozlan, que je vous demande donc d'accueillir. Samy Gozlan. Merci Michel Zerbib. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux aujourd'hui, un jour de semaine. Et je pense que dans quelques instants, la salle sera encore beaucoup plus remplie. Parce que ce qui me tracasse le plus, c'est que justement, il y a tellement de gens qui se soient intéressés à ce colloque. Ça veut dire naturellement que cela les préoccupe au plus haut point. Comme on me l'a demandé hier quand on m'a interviewé, j'ai dit je ne me réjouis pas justement du fait que tellement de gens aient envie de participer à ce colloque. Je suis même attristé, ça veut dire que les choses sont graves. Comme l'a dit tout à l'heure Michel, ça fait 13 ans. Quand les choses ont commencé en l'an 2000, on pensait qu'il suffisait qu'on identifie le phénomène et que les choses allaient s'arrêter. Les institutions de la République, comme les institutions communautaires, ne comprenaient pas ce qui se passait. Il y avait des rabbins qui étaient agressés, des restaurants qui étaient attaqués, des synagogues qui étaient incendiées, des écoles juives. On ignorait les raisons pour lesquelles il y avait ce mouvement. Beaucoup pensaient encore que c'était l'extrême droite qui était la cause de ce phénomène. Et il a fallu qu'on fasse un premier recensement. Premier recensement qui a été publié d'abord sur la revue de notre ami Shmuel Trigano qui va venir tout à l'heure, et puis peu de temps après par le journal Marianne. Mais les gens ne se sont pas véritablement intéressés aux choses. On s'est rendu compte que les actes les plus nombreux et les plus graves étaient commis dans des villes, c'est pour ça qu'on l'a appelé d'ailleurs de banlieue, dans des villes de banlieue où on faisait de l'incitation à la haine d'Israël et du soutien à la cause palestinienne sans aucun discernement. Alors pour moi, ce nouvel antisémitisme peut être éradiqué, peut disparaître. Il suffit que les pouvoirs publics et les associations prennent conscience du phénomène et prennent des dispositions radicales, je dis radicales, si vraiment on veut que l'antisémitisme cesse, en tout cas celui-ci, il peut cesser, il doit cesser, parce que nous, nos enfants, nos rabbins, en ont assez d'être protégés et surprotégés. Il n'est pas normal que quelqu'un qui sort barbu, en djellaba, ou avec une shashia, ou quelqu'un qui ait la peau de couleur, ne risque rien, tant mieux qu'il ne risque rien. Et que parce que de nos enfants va dans une école juive, ou qui porte une kippa, ils sont en danger. Qu'on ne puisse plus laisser un livre de prière oublié dans une voiture qui risque d'être incendiée. Tout cela doit cesser. Et pour que cela cesse, je pense que tous les intervenants que je remercie, volontiers d'avoir participé, de nous donner leur lumière, de nous faire part de leur savoir, de leur connaissance. Tout cela va nous permettre de nous dire pourquoi cet antisémitisme et comment on peut en finir avec cela. Merci à toutes, merci à tous.
Le premier débat, je le disais, c'est le constat, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, qu'est-ce qui se passe depuis 13 ans, et c'est le premier débat qui sera composé de, je vous rappelle, de Frédéric Ploquin, qui est grand reporter à Marianne, qui a beaucoup d'ailleurs travaillé sur cette question et qui sera d'ailleurs le modérateur du débat. Il l'a accepté très gentiment. Michel Dubec, qui est expert psychiatre et qui nous parlera bien évidemment de ce qu'est l'antisémitisme à la fois dans l'histoire récente et l'histoire très proche. Il faut dire que ces dernières années ont été marquées par l'émergence d'un certain nombre de profils de type très particulier d'antisémites virulents. Avec nous aussi Jean-Yves Camus, qui est politologue, qui nous poseront une question à la fois simple et compliquée, mais l'antisémitisme, comme le disait Samy Gozan, est-ce que c'est seulement l'apanage de l'extrême droite? Et nous serons également, il arrivera dans quelques minutes, en compagnie du criminologue Xavier Hofer, avec lequel nous ferons un peu l'état des lieux sur cet antisémitisme, on peut dire, particulier, qui a passé la vitesse supérieure avec le terrorisme, le passage à l'acte de la menace anti-juive en France par des actes de terrorisme comme celui de Toulouse. Non sans oublier d'ailleurs la présence du président de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, qui travaille beaucoup bien sûr sur ces questions, qui sont des militants antiracistes et qui peut-être nous dira des choses un peu plus spécifiques sur aujourd'hui la façon dont est véhiculée la haine et notamment ces fameux réseaux sociaux, mais pas seulement. Je vais appeler pour un sorte d'exposé inaugural à cet après-midi le professeur Raphaël Drahi, avec lequel on pourrait poser la question, mais pourquoi lutter aujourd'hui contre l'antisémitisme? Le mal anti-juif et l'avenir des démocraties. C'est l'intervention du professeur Raphaël Drahi que je vous demande d'accueillir. Monsieur le Président, imam, c'était une bien lourde responsabilité que de présenter la première communication sur un sujet qui est aussi lourd et aussi virulent. Mais j'ai accepté de le faire pour ces deux raisons, dont je voudrais montrer qu'au fond, elles n'en font qu'une. D'abord, le caractère pathologiquement énigmatique de l'antisémitisme, de l'antijudaïsme, ce que j'appelle l'antisémitisme anti-juif, mais aussi le danger mortel qu'il représente pour les démocraties partout dans le monde. Ce n'est pas qu'il faille coupler ces deux questions pour donner à la première plus d'ampleur et plus de résonance. Si l'antisémitisme se réduisait à lui-même, il devrait être traité pour lui-même. Mais ce n'est pas le cas. Et ce qui s'élargit, c'est rien de moins que le champ de nos responsabilités à l'égard des régimes de liberté où nous voulons vivre. Et s'il était besoin, à titre tout à fait préliminaire, de faire saisir à cette Assemblée le caractère aberrant, irréductiblement aberrant de l'antisémitisme, on dira qu'il n'a pas épargné les plus grands. Je vais vous donner un exemple. Nous nous trouvons ici dans une salle qui s'appelle la salle Victor Hugo, et quel nom plus lumineux, plus glorieux que celui de ce grand poète. Et pourtant, dans l'œuvre de ce génie, on trouve des vers qui ne dépareraient pas l'école des cadavres de Céline ou le journal de Brasiliac. Je vous les épargnerai, à tel point que les maîtres d'œuvre de l'édition chronologique de Victor Hugo, ce qu'on appelle l'édition Massin, croient devoir souligner en note et le déplorer ce qu'ils appellent l'antisémitisme de la maturité hugolienne. Et on pourrait presque parler de la maturité de l'antisémitisme hugolien. Donc si Hugo lui-même n'est pas épargné, il faut bien que nous nous posions des questions de fond. Et je voudrais le faire en deux parties très très brèves. D'abord montrer pourquoi l'antisémitisme est absolument intrinsèquement contradictoire avec la démocratie. Et ensuite, essayer de montrer qu'est-ce qui le génère pourtant et quelles seraient les issues concevables, sans pour autant me substituer aux différents intervenants qui vont décliner leur analyse selon leur spécialité et dans leur domaine propre. Alors ici, il ne s'agit pas de donner dans le pathétique, voilà, et d'invoquer des faits qui sont bien connus, qui sont trop connus de tous. Il s'agit de considérer l'essence, la nature des choses. Ce qui exige une définition minimale de la démocratie et de la République, sachant que les traités de sciences politiques sont emplis de débats à ce sujet. Mais puisque nous sommes dans l'enceinte
de l'Assemblée nationale, nous prendrons nos références chez Montesquieu, voilà, qui va définir le régime républicain et donc les régimes démocratiques qui en procèdent. Le régime républicain, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Il y a 2 critères. D'abord, le primat de la raison. Et ensuite, celui de la délibération. Et de la délibération libre et rationnelle. Sur le premier point, je rappellerai tout simplement ce que le magistrat de Bordeaux dit des lois en général. Et nous sommes à l'Assemblée nationale. Je cite, « Les lois, dans la signification la plus étendue, écoutez bien, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Dans ce sens, tous les êtres ont leurs lois. La divinité a ses lois. Les bêtes ont leurs lois. Les hommes ont leurs lois. » Et il ajoute, et il précise, « Il faut avouer des rapports d'équité antérieurs à la loi positive qui les établit. Dire qu'il n'y a rien de juste, ni d'injuste, que se coordonnent ou prescrivent les seules lois positives, c'est dire qu'avant qu'on eût tracé le cercle, tous les rayons n'étaient pas égaux. » Voilà le primat de la loi en raison. Mais ces lois, écoutez le deuxième point, elles-mêmes, elles doivent être, si l'on peut dire, incarnées en milieu humain et doivent être issues, pour assurer leur légitimité, du consentement de ceux qui méritent alors d'être appelés des citoyens. Et le consentement, là on retrouve l'argument de la rationalité, le consentement ne peut résulter que de la délibération, laquelle implique la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de proposer des amendements et la liberté de rectifier quand on s'est trompé. Voilà. C'est à quoi doivent tendre les régimes républicains, au sens de Montesquieu, et les régimes, je le répète, démocratiques qui en procèdent. D'où sa condamnation, ferme et sans appel, du despotisme et de l'asservissement sous toutes ses modalités, sous toutes ses latitudes. Et il explique, l'extrême obéissance, écoutez bien, suppose de l'ignorance dans celui qui obéit. Et elle en suppose même dans celui qui commande. Il n'y a point à délibérer dans ce type de régime, il n'y a point à douter, à raisonner, il n'y a qu'à vouloir. Et là, vous êtes tout près du passage à l'acte. Entendons-le bien, le vouloir, c'est celui d'un seul individu qui sera délié de tout autre rapport que du rapport avec lui-même. Et je voudrais illustrer ces vues de Victor Hugo par 2 faits qui sont tirés de l'histoire du Troisième Reich et de la psychologie de son chef. Premier témoignage à cet égard, un jour où il s'était déchaîné contre ce qu'il appelait la juiverie mondiale, sans laisser planer aucun doute sur le destin qui lui destinerait. Hitler ajoute ces 2 considérations. Premièrement, ce qu'il se promettait de mettre en œuvre relevait, de son point de vue, d'une mission qu'il qualifie de providentielle, à la hauteur de la malfaisance de cette juiverie, cette malfaisance congénitale de la juiverie internationale. Mais il ajoute aussitôt, écoutez bien, comme si dans son esprit une objection irrépressible s'était formée, qu'il avait aussitôt fait taire, voilà, c'est la vérité, je n'ai pas besoin de le démontrer. C'est la vérité, je n'ai pas besoin de le démontrer, par quoi se produit la dislocation de tous les critères de raison proposés pour le régime républicain et le régime démocratique par Montesquieu. Et cet exemple ne devait pas rester sans suite. C'est le témoignage de Primo Levi, qu'il faut citer ici, qui nous place devant la béance ténébreuse de cette contradiction. Après sa déportation, Primo Levi est enfermé dans une baraque avec d'autres déportés. Tous meurent de soif. Dehors, il gèle. Primo Levi aperçoit un glaçon qui pend près de la fenêtre. Il ouvre la fenêtre, il prend ce glaçon pour se désaltérer. Et à ce moment, un soldat de la Wehrmacht entre et lui assène une gifle à assommer un bœuf. Sidéré, Primo Levi, qui parle allemand, lui demande « Mais pourquoi? Warum ?» Et il entend cette réponse, qui le sidère encore plus fortement que la gifle. « Hier ist kein Warum ». Ici, il n'y a pas de pourquoi. Ouais. Autant dire pas de jugement, pas de délibération, pas de raisonnement, pas de raison, pas de loi. Et lorsque l'antisémitisme, cet antisémitisme-là, s'empare du pouvoir d'État
et maintenant du pouvoir d'État international. C'est la déraison qui s'empare du monde, et alors il n'y a plus que deux issues. Le désistement, comme à Munich, ou bien alors écraser le régime qui emploie ces arguments de force. Alors ces hypothèses étant éclairées, j'aborde le deuxième point de mon exposé sur ce qui explique la récurrence de l'antisémitisme et la possibilité d'entrevoir des issues. Le propre de l'antisémitisme, quels qu'en soient les oripeaux et les masques, voilà, c'est son caractère soudain, inattendu. Voici une phrase que je vais vous citer et je vais vous demander de qui elle est. Belle conspiration à organiser pour l'extermination de la race juive. Les juifs sont les bibliothécaires et les témoins de la rédemption. Alors je ne vais pas vous faire trop languir, elle n'est pas de Céline, elle n'est pas de Brasiliac, elle n'est pas de qui vous voudrez, elle surgit dans les notes de Baudelaire, réunie sous le titre « Mon cœur mis à nu ». On ne lui fait pas dire. Et elle m'a sauté au visage en lisant ce livre. J'en ai parlé à mon collègue et ami, le professeur de psychopathologie Michel Molkovitz, qui m'a fait observer, écoutez bien, l'antisémitisme est pulsionnel. Pulsionnel. Mais tous les psychanalystes savent, et là je mets ma casquette de directeur à l'école doctorale de psychanalyse de Paris 7, tous les psychanalystes savent que la pulsion s'échappe lorsque la loi défaille. Voilà. Et pourquoi défaille-t-elle, s'agissant des juifs? Ou pourquoi se met-elle en panne quand on la sollicite? Parce que l'on suppose que son objet n'en est pas digne. Et qu'est-ce qui fait l'indignification de cet objet? Eh bien, c'est une histoire complètement aberrante, encore une fois. C'est la manière dont s'est construite l'identité religieuse mondiale au cours des 2 derniers millénaires. Avec cette opposition entre l'ancien et le nouveau, les juifs étant relégués dans l'ancien, naturellement, en étant dépossédés de leur identité, en étant éradiqués de leur histoire et en étant dépossédés de toute projection spatiale humainement acceptable. Et ce n'est pas seulement leur déshumanisation qui est maintenant en question, il faut employer un autre terme que les philosophes utilisent, mais enfin, ce terme philosophique n'empêche pas la chose d'exister, c'est ce qu'on appelle la désétration. C'est-à-dire que les juifs n'ont même plus d'être, et vous comprenez que quelqu'un qui n'a plus d'être en tant que tel, eh bien, est à la merci de tous les passages à l'acte, individuels et collectifs. Mais il faut comprendre que cette construction identitaire, si on peut la nommer comme ça, est aberrante. Parce que la chrétienté qu'il a élaborée va en subir les conséquences, avec l'apparition de nouvelles foi, de nouvelles formes de croyances, qui vont user vis-à-vis d'elle des mêmes arguments qu'elle a utilisés vis-à-vis du peuple juif originel, ce qui fait que l'identité mondiale actuelle est complètement déstabilisée, elle est sismique. Elle ne relève pas des professeurs de sciences politiques, elle relève des vulcanologues. Et j'en arrive à ma conclusion. C'est finalement cette dernière considération par cette dernière considération que je ne veux non pas conclure, puisqu'on commence nos travaux, et qui pourrait prétendre à une conclusion, mais ouvrir quelques lignes de réflexion. Écoutez bien. Il y a dans l'antisémitisme, et je m'adresse à ceux qui seraient tentés par cette voie, ou bien qui s'y laisseraient aller. Il y a dans l'antisémitisme quelque chose de profondément destructeur, génocidaire, je ne sais pas comment dire, existencidaire. On ne sait plus quel mot employer. Mais il y a aussi quelque chose de profondément autodestructeur, de suicidaire. Faut-il rappeler comment sont morts Hitler, Mussolini, Goebbels et son épouse, qui avant de se tuer elle-même, a euthanasié tous ses enfants dans le bunker du dernier repli. C'est la réflexion que je me faisais à Berlin, lors de l'unique voyage que je me suis autorisé à faire dans ce pays en juillet 2011, avec un groupe de jeunes rabbins qui m'avaient invité à les accompagner. À Berlin même, voilà, tout se passait comme si dans ma rétine, s'était inscrit tant et tant de scènes affreuses, innommables, qu'elles se reconstituaient d'elles-mêmes sur un écran extérieur et invisible. Et en même temps, marchant dans les rues de Berlin, nous nous disions, ça c'est l'autre aspect des choses, qui devrait faire réfléchir les antisémites ou les anti-juifs, nous nous disions que pas un mètre carré de cette ville n'avait échappé aux impitoyables bombardements de l'aviation alliée,
Pas une seule maison n'avait échappé aux assauts des soldats ivres de revanche de l'armée rouge. Alors faudra-t-il, mes chers amis, que cette histoire se répète avec d'autres acteurs, mais avec le même scénario? Le grand théoricien de l'histoire Fernand Braudel faisait la différence entre ce qu'il appelait les durées courtes, les durées longues et les durées trop longues. L'antisémitisme, et on l'a combien de fois noté, s'inscrit à présent dans une durée qui est beaucoup, beaucoup trop longue. Autant dire qu'elle n'a que trop duré. Et puisque nous avons commencé avec Montesquieu, qui est le nom de l'école que Samy et moi avons fréquenté, étant enfant, je laisserai à Montesquieu le dernier mot. Voilà. Les Juifs, dit-il, sont à présent sauvés. La superstition ne reviendra plus, on ne les exterminera plus par principe de conscience. Puisse, mesdames et messieurs, l'espérance de ce père du droit public contemporain ne plus être plus longtemps déjugée. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup au professeur Raphaël Drahi. Je vais appeler tout de suite pour notre premier débat de l'après-midi, débat contradictoire, pas toujours, mais pourquoi pas, en l'occurrence avec déjà le docteur Michel Dubay, que j'invite à nous rejoindre sur cette scène. Je vais laisser tout de suite donc la parole pour ce premier débat de l'après-midi, pour ce colloque du BNVCA, à Frédéric Ploquin, que je salue. Bonjour, bonjour. Donc le thème, c'est le constat. Le constat, nous, bon, je vais m'éloigner un peu forcément et rentrer dans le réel de plein pied par rapport à tout ce qui vient d'être dit. C'est vrai que là, on a fait de l'histoire, on a vu d'où tout ça venait, on a vu un certain nombre de points de vue de l'approche philosophique, on va dire. Maintenant, je voudrais juste dire deux mots avant de donner la parole à chacun là de l'approche journalistique. Moi, je suis forcément dans le quotidien, enraciné au quotidien dans les faits, dans les faits divers, dans ce qui se passe, dans ce qui nous envahit. Et l'antisémitisme, donc c'est un sujet que la presse, vous avez remarqué, aborde régulièrement. Alors à chaque fois, c'est quand il y a évidemment quelque chose un événement qui vient marquer l'époque, on s'en empare. Et vous avez, on peut pas dire que l'antisémitisme soit un sujet qui soit, je pense, en tout cas de mon point de vue, sous-traité dans la presse. Il est plutôt bien traité, assez régulièrement. Nous, on a parfois effectivement, l'un des problèmes qui se pose à nous journalistes quand on aborde la question, c'est le problème du constat pur. Là, je veux dire, quand on parle de constat, on parle d'abord de chiffres. Et c'est assez compliqué pour nous d'avoir des chiffres. Vous savez, les journalistes aiment bien s'appuyer sur des chiffres issus d'organismes plutôt entre guillemets indépendants. Et évidemment, nous, on se tourne régulièrement vers les organismes communautaires. Je regarde Samy Gozlan qui est là devant moi, qui nous fournissent leurs chiffres, des chiffres. Mais le point de vue du journaliste, c'est quand même toujours d'essayer d'avoir un peu de distance par rapport à ce type de mesures-là. Et on essaye en général donc de rapprocher les chiffres qui nous viennent d'organismes internes à la communauté, des chiffres qui peuvent venir soit du ministère de l'Intérieur, soit de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui, elle, analyse l'évolution du racisme sous toutes ses formes, dont l'antisémitisme depuis 1991. Donc, il nous fournit un certain nombre de chiffres. Je ne vais pas vous les asséner là, mais il y a deux questions qui se posent. Enfin, la première, quand on est journaliste, c'est toujours, quand on est confronté à un phénomène, c'est est-ce qu'une augmentation de chiffres signifie que l'on mesure mieux la chose ? Ou est-ce que une augmentation des chiffres signifie qu'il y a une réelle poussée d'un phénomène? On est obligé, nous journalistes, de se poser la question avant d'écrire. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de problèmes de société sur lesquels il est évident que c'est parce qu'on mesure mieux les phénomènes que donc on a quelque chose qui est en augmentation. Je pense notamment à des problèmes de société comme les violences intrafamiliales, par exemple, puisque là on est dans le constat, on peut parler de ça. Les violences intrafamiliales flambent en France depuis plusieurs années
Et c'est pas terminé pour une raison extrêmement simple, hein, c'est que on les mesurait pas avant, c'est que c'est une réalité qui ne sortait pas du huis clos familial pendant des années, et que voilà, depuis 4 ou 5 ans, le ministère de l'Intérieur, la police est prié, les policiers ont été invités par les ministres successifs à s'y intéresser. Donc c'est un phénomène qui ne va cesser de monter. Alors on pourrait presque souhaiter, je veux dire, moi ce que l'on peut souhaiter comme journaliste, c'est une meilleure mesure des outils fiables dont on puisse nous s'emparer en tant que journalistes, non hors médias communautaires. Je veux dire qu'on puisse au moins avoir une... Voilà, donc je pense qu'il faudra améliorer ces outils. Sinon, avant de passer la parole à chacun, moi, je vais dire 2 mots sur ce que je constate. Moi, je suis un peu spécialisé sur les phénomènes criminels. Donc, j'observe depuis longtemps la voyoucratie de très près et je m'intéresse énormément à la manière dont la voyoucratie tient ou ne tient pas certains quartiers en France, c'est-à-dire en gros à tout ce qui touche à l'économie souterraine, l'économie parallèle, qui fait qu'il y a une sorte d'ordre social qui s'établit dans certains quartiers de France qui autour de la question du business, des affaires, du trafic de drogue, etc. Et là, je veux dire ça en introduction, j'y reviendrai peut-être après. Moi, ce qui me frappe en tant qu'observateur de ces phénomènes criminels, c'est que, parce que je vais beaucoup dans ces quartiers-là en question, je m'y promène, je veux dire, voilà, j'y vais, j'enquête, on va dire. Et là, ce qui me frappe en ce moment, et ce sur quoi je travaille actuellement, c'est une espèce de lent basculement, qui m'inquiète énormément du point de vue de l'antisémitisme, où je vois que ceux à qui je devais m'adresser pour entrer dans les quartiers avant étaient des trafiquants de drogue, avec tout ce qui va avec, tout ce qui va, je veux dire, assez identifiable, et que de plus en plus j'assiste à une espèce de transfert de l'autorité des trafiquants de drogue vers les barbus. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose qui, moi, m'inquiète énormément du point de vue de toutes les conséquences que ça pourra avoir en termes d'antisémitisme par la suite. Alors, est-ce que ces barbus-là, évidemment, ils ne sont pas tous porteurs, vecteurs d'antisémitisme, c'est pas ce que je veux dire, mais j'observe j'observe que les quartiers que je visite sont de plus en plus aujourd'hui tenus par ce type de personnages, et je me pose des questions sur ce qui va derrière. Alors, est-ce que la barbe en question n'est qu'un cache-sexe, si je puis dire, qui sert, ça c'est une question un peu iconoclaste que je pose, qui sert en réalité à cacher les trafics, c'est-à-dire que quand vous allez aujourd'hui dans certains... Je fréquente aussi les prisons, pas comme prisonnier, mais comme j'ai la chance de pouvoir y aller comme journaliste aussi ou comme auteur. Et je constate que dans les prisons, l'ordre est de plus en plus... C'est pareil que dans les quartiers. L'ordre bascule et que l'ordre est de plus en plus tenu dans les prisons aujourd'hui françaises par les barbus. Je les appelle comme ça hein, communément, c'est pas péjoratif, n'y voyez pas de... j'observe la même chose sur les prisons. Et sauf que quand je creuse un petit peu, je m'aperçois que dans les prisons, ces barbus-là qui sont censés représenter et incarner une espèce de nouvel ordre sont en réalité eux-mêmes au cœur des trafics dans l'établissement pénitentiaire. Alors là, je me dis, tiens, c'est finalement, est-ce que, voilà, j'ai des questions que je lance qui sont un peu iconoclastes, je dois le reconnaître, mais est-ce que ça ne cache pas, est-ce que finalement, là, en l'occurrence, la barbe n'est pas quelque chose qui sert simplement à cacher autre chose, à cacher des intentions criminelles. Et j'introduis ça volontairement pour vous dire que derrière ces constats, nécessairement, moi j'ai des craintes et je ne suis pas les seuls à les avoir. Je fréquente également beaucoup les policiers, les ministres de l'Intérieur successifs, et pour lancer le débat sur le concret actuel, je dirais que depuis l'affaire Mera, qui en gros, hein, parce que je ne vais pas remonter moi aux 2000 ans qu'il y a derrière, je m'intéresse évidemment comme journaliste à l'actualité immédiate. Je sais que les deux millénaires qui ont précédé sont importants pour comprendre, mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé en France il y aura l'avant et l'après Mera. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, à la fois Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, que les patrons des services de renseignement que je peux rencontrer sont globalement inquiets de cette espèce de folie qui s'empare de certains jeunes
qui tout d'un coup rêvent de quitter la France et nos quartiers pour aller s'engager dans des causes dont ils ne connaissent strictement rien, finalement, dont ils connaissent à peine les tenants et les aboutissants, et qui sont porteurs d'une violence, voilà, c'est ce que Manuel Valls appelle, à juste titre à mon avis, et c'est là où c'est bien, où politiquement aujourd'hui on a des ministres qui ne cachent pas ces réalités. Manuel Valls parle d'un ennemi intérieur. Je crois qu'il est en train de sensibiliser la direction centrale du renseignement intérieur et la sous-direction de l'information générale, donc les anciens renseignements généraux, sur ces questions. Il y a un énorme travail qui est fait là-dessus, et je crois que les services de renseignement français sont en train de se renforcer dans l'observation de ces phénomènes, avec comme dernier avatar, si je puis dire, l'affaire de Sarcelles, où là, à partir, je sais pas la peine de raconter l'affaire, je crois que tout le monde la connaît, mais à partir d'éléments d'ADN, donc sur la base d'une attaque d'un commerce, la police est très vite remontée sur des petits trafiquants de drogue. Et là, il y a une connexion qui s'est opérée entre la police judiciaire qui enquêtait et la direction centrale du renseignement intérieur, qui a dit ah bah oui, ça correspond à une équipe qu'on surveille. Et ils ont neutralisé une équipe qui était potentiellement, qui pouvait faire des dégâts non pas au fin fond du Mali ou en Syrie, mais en l'occurrence dans la banlieue parisienne, qui avait donc une liste qui a été saisie, qui n'est pas connue parce que je crois qu'il n'est pas forcément, enfin les services judiciaires, la justice n'a pas forcément envie qu'on la connaisse entièrement, mais une liste d'objectifs comme ça à atteindre communautaire. Donc voilà, ce sont des choses, ça c'est ce que je dirais moi pour commencer sur le constat que je peux faire comme journaliste, mais nous allons donc d'abord, avant de débattre, passer la parole aux uns et aux autres, et d'abord à Jean-Yves Camus, donc, qui, d'après ce que j'ai compris, devait partir le premier. Merci. Je vais tenter de faire excuser mon départ précipité en étant volontairement provoquant. La question qui m'est posée est de savoir si l'extrême droite a l'apanage de l'antisémitisme. La réponse est la suivante, elle ne l'a absolument pas. Et on disait tout à l'heure que quelque chose avait changé depuis l'affaire Mera. Dans ce domaine, les choses ont changé depuis le début des années 2000. Il serait temps qu'on s'en aperçoive. L'extrême droite continue, à mon sens, à être un objet de science politique digne d'intérêt, mais pour ce qui nous concerne, à savoir le danger qu'elle représente aujourd'hui, dans l'expression notamment physique, violente, voire terroriste de l'antisémitisme, elle n'est tout simplement plus partie prenante au phénomène, sauf à la marge. Dans les années 1980-1990, on pouvait effectivement voir encore des groupuscules d'extrême droite qui faisaient de l'antisémitisme violent le cœur de leurs activités groupusculaires. Mais enfin, soyons quand même un petit peu lucides. Est-ce qu'on peut imputer au principal parti catégorisé comme étant d'extrême droite aujourd'hui, c'est-à-dire le Front National, des actes antisémites et des violences telles que celles que les institutions communautaires, le BNVCA, d'autres répertorient? Encore une fois, sauf à la marge, et sauf pour ce qui concerne des actes de violence symbolique, tel graffiti, tel tag, telle publication qu'on peut trouver éventuellement en kiosque, mais qui ne touche qu'un public extrêmement restreint, la réponse est non. Est-ce qu'on peut, sous prétexte qu'il existe encore un certain nombre de groupuscules qui, comme ce week-end à Lyon, invitent à s'exprimer, je cite, Vincent Renoir révisionniste, le métier, si j'ose dire, que l'homme indiquait sur le programme. Est-ce qu'on peut, au prétexte qu'un groupe de fous furieux comptant 200 ou 300 personnes invite un tel personnage à s'exprimer en public dans une manifestation qui s'est tenue ce week-end à Lyon, considérer que c'est là le danger majeur pour la République et pour la communauté juive? Évidemment que non. À la limite, allons même un petit peu plus loin. Pourquoi n'aurait-il pas existé une extrême droite qui ne soit pas antisémite? Ça s'est vu dans l'histoire. Il y avait souvent de mauvaises raisons au fait qu'une partie de l'extrême droite manifeste, notamment après la Seconde Guerre mondiale, une certaine sympathie, soit pour les Juifs, soit pour Israël. Il y avait une certaine volonté de dire, après tout, puisqu'Israël est le principal rempart de l'Occident face à la menace arabe, finalement, on s'est peut-être par le passé trompé d'ennemi,
Et il y a peut-être là une alliance objective à nouer. Mais on peut aussi concevoir intellectuellement qu'il existe des personnalités qu'on a étiquetées à l'extrême droite et qui par certains côtés l'étaient, et qui en fait n'étaient pas antisémites. Et ont pu même à un moment donné abjurer cette partie de leur itinéraire intellectuel qui avait été antisémite pour passer à un philosémitisme tout à fait réel, et à un philo-israélisme, si je puis dire, un philo-sionisme tout à fait de bonne aloi. Je le dis parce que vient de paraître un petit ouvrage tout à fait digne d'intérêt, qui est une biographie de Pierre Boutan, que vient de commettre mon ami Jérôme Bénard, et qui montre que cet homme, qui a sans doute été, à mon sens, un des plus grands philosophes français du siècle précédent, a pu, après avoir connu effectivement, étant à l'Action française, une période antisémite, eh bien, revenir là-dessus. Et puis allons plus loin. Est-ce que ce qu'on a présenté dans les années 70-80 comme étant le péril majeur, le péril intellectuel majeur, à savoir la nouvelle droite, doit, au prétexte qu'elle rejette une partie de la tradition judéo-chrétienne, être catégorisée comme étant antisémite? Pour ma part, au vu de l'itinéraire intellectuel d'un certain nombre de personnes, je pense en particulier à Alain de Benoît, je pense que le qualificatif n'est plus de mise et qu'il faut savoir admettre à un moment donné que sur un itinéraire intellectuel de 40 ans, les gens évoluent. Et puis, non, l'extrême droite n'a pas l'apanage de l'antisémitisme, d'abord parce que ce que disait le professeur Raphaël Drey est infiniment exact. Il y a 2000 ans de notre histoire qui ont été fondés sur cette antinomie entre l'ancien et le nouveau, et la validation de l'ancien par le nouveau. Mais cet antijudaïsme chrétien, il n'était pas d'extrême droite. Il était tout simplement un antijudaïsme chrétien qui transcendait largement les différentes sensibilités du christianisme et qui a laissé ses marques à la fois chez ce qu'on a appelé les chrétiens progressistes, dont certains ne le sont guère, sur les questions qui nous intéressent. Et après tout, c'est pas pour rien si l'abbé Pierre, qui a siégé dans cette assemblée, était à la fois un anti-juif assez assumé vers la fin de sa vie, et quand il siégeait ici à l'Assemblée nationale, il ne siégeait pas sur les bancs d'extrême droite, mais sur ceux du MRP. D'autre part, il y a un antisémitisme, bien évidemment, qui non seulement n'est pas d'extrême droite, mais qui est intrinsèquement lié à l'histoire du marxisme et à l'histoire de l'extrême gauche. L'une des phrases les plus chargées d'antisémitisme que j'ai jamais, non pas entendues, j'étais trop jeune, mais lues, est celle-ci: 6 millions de juifs sont morts parce qu'ils étaient des juifs d'argent. C'est pas un militant d'extrême droite qui a écrit cette phrase. C'est Ulrike Meinhof, c'est-à-dire la principale animatrice avec Andreas Bader de l'ultra-gauche violente des années 70 et qui en fait réduisait ainsi, dans une sorte de délire anticapitaliste qui était propre à cette famille politique, toutes les victimes de la Shoah à des êtres d'argent, ce que pour l'immense majorité d'entre eux, vous le savez bien, ils n'étaient guère. Il y a une tradition intrinsèquement antisémite qui part de Marx et qui continue tout au long de l'histoire du marxisme, tout au long de l'histoire de l'extrême gauche. Et il y a bien évidemment, au nom d'une interprétation de l'islam qui aujourd'hui se traduit par les chiffres, par les actes que nous avons vus tout à l'heure défiler derrière nous, un antisémitisme islamiste radical dont on peut toujours, au terme d'un jeu de l'esprit, m'expliquer qu'il est finalement l'équivalent musulman de l'extrême droite. Mais enfin, tout cela, ce ne sont finalement que des jeux destinés à ranger les idéologies dans des cases. Cela n'a rien à voir avec ce que l'on a coutume ici, en France, de considérer comme étant l'histoire de l'extrême droite, qui, encore une fois, aujourd'hui, dirige son action politique, si l'on considère que le Front National est un parti d'extrême droite, ce qui peut faire débat, sur de toute autre cible que la communauté juive, même s'il y a encore dans le programme de ce parti un certain nombre de choses. Je pense à l'interdiction de l'abattage rituel, ou à l'interdiction des subventions aux associations dites communautaristes, qui incontestablement n'en fait pas un parti de nos amis. Donc je pense qu'il est temps de passer la parole à Michel Dubec, qui en tant que psychiatre, c'est ça, peut-être va vouloir rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur le côté suicidaire et autodestructeur de l'antisémitisme, parce que c'est quelque chose qui m'a frappé dans ce qui a été dit en ouverture. Donc voilà, on passe la parole à Michel Dubec. Merci.
Alors effectivement, cet aspect des choses viendra au cours de mon exposé. Alors, de manière liminaire, j'avais dit à Michel Zerbib que les causes psychologiques individuelles de l'antisémitisme n'existent pas et que donc je pouvais partir immédiatement et ne pas participer à ce débat. Je dis bien les causes individuelles, hein. Bien évidemment, les causes générales des mécanismes psychologiques, il suffit de se reporter à Freud, à Malaise de la civilisation, et à ce qu'il dit du narcissisme des petites différences, qui conduit directement à la haine des petites différences. Donc Michel Zerbib avait maintenu son titre qu'il m'a donné en demandant, en fin de question, en demandant l'antisémitisme est-il une pathologie? Bon, alors je vais commencer par la fin et je vais immédiatement répondre que non, l'antisémitisme n'est pas une pathologie, c'est une physiologie, c'est normal. Comment dirais-je? Pourquoi? Pour une raison très simple, enfin très simple, pour une raison en tout cas. Il est bien évident que la différence avec autrui est ce qui permet le plus facilement l'identification. Ressembler à un modèle positif, suivre un grand homme ou un prophète, c'est un chemin lourd, difficile, long. Alors qu'en revanche, être contre quelqu'un, être opposé à quelqu'un, là c'est facile, c'est direct, c'est immédiat. Donc, l'antisémitisme, comme les autres racismes, sont une conduite de facilité qui est très habituelle chez l'homme. Je ne rappellerai pas l'expression que vous connaissez tous et qui est que l'enfer c'est les autres, mais, pardon, excusez-moi, mais ça revient à ça. Donc l'antisémitisme n'est pas une pathologie, mais c'est au contraire une référence culturelle structurante, parce que le problème, c'est pas Hitler. Hitler tout seul, c'est pas un problème. Le problème, c'est ceux qui l'ont suivi. C'est les millions qui l'ont suivi. C'est ça le problème, c'est-à-dire la transmission d'une idée quasiment délirante pour en faire une vérité collective. Vous savez, en psychiatrie, on a un aphorisme assez connu qui dit qu'est-ce que le délire? Le délire, c'est la théorie d'un seul. Qu'est-ce que la théorie? C'est un délire à plusieurs. Et c'est là où se situe le danger de l'antisémitisme. Bon, en conséquence, moi je pense que les vérités sur cette question vous viendront plus des sociologues ou des historiens que de moi. Cependant, il y a toujours, si vous voulez, une contradiction entre les mécanismes généraux et les perspectives individuelles, voire anecdotiques. Par exemple, la première mise en lumière, enfin, une des mises en lumière importantes après la guerre des méfaits du nazisme fut le procès de Nuremberg. Au procès de Nuremberg, il n'y a pas eu une seule victime juive qui est venue témoigner, sauf une. Il n'y en a eu qu'une. C'était un juif russe qui voulait témoigner en yiddish. On ne l'a pas laissé, il a été obligé de s'exprimer en russe. Mais en dehors de lui, il n'y en a pas eu. Et le procès de Nuremberg a été un éclairage très théorisé du plan concerté, du crime contre la paix et, in fine, du crime contre l'humanité. Alors qu'on peut y opposer le procès Eichmann. Le procès Eichmann, ça a été exactement, enfin pas le contraire exactement, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, au procès Eichmann, ça a été la voix donnée aux victimes, mais ça ne suffit pas la voix donnée aux victimes, ça a été l'aspect révélateur de leur témoignage
à la fois pour l'histoire et à la fois pour les théoriciens. Donc moi j'ai choisi évidemment forcément le côté anecdotique, le côté individuel parce que c'est mon métier, et j'ai choisi de vous comparer deux hommes qui sont Paul Touvier et Youssouf Fofana. Pourquoi j'ai choisi les deux? Parce que comme le sujet d'aujourd'hui c'est l'antisémitisme et l'avènement de l'antisémitisme ou les nouveautés de l'antisémitisme contemporain, je me suis dit que j'allais comparer avec celui qui est plus ancien. Donc, Paul Touvier, c'est un homme qui a vécu de 1915 à 1996, et Youssouf Fofana est né en 80. Tous les deux sont français, nés en France. Tous les deux. Sauf que, évidemment, Youssouf Fofana est originaire d'une famille musulmane de Côte d'Ivoire. Alors je précise tout de suite, une famille musulmane, pas une famille islamiste. Une famille musulmane ayant une pratique courante, bon, et même très tempérée, enfin, notamment pour ses frères. Mais, je veux dire, Youssouf Fofana a été le seul à se tourner tout à coup, à Bois d'Arcy d'ailleurs, bon, c'est-à-dire lors d'une peine précédente, en maison d'arrêt, d'un seul coup, il s'est radicalisé auprès d'autres co-détenus. Donc, l'un comme l'autre ont connu des périodes d'opposition totale à leur propre famille et des moments de refuge auprès d'elle, quand évidemment ils étaient arrêtés et qu'ils étaient dans le besoin. Alors je prends Paul Touvier, je vais essayer je ne sais pas, vous me direz, vous me ferez un signe, de ne pas être trop long là-dessus. L'intéressant avec Paul Touvier, c'est qu'il y a d'un côté son antisémitisme individuel qui est évident, mais c'est surtout qu'il a en même temps représenté un antisémitisme traditionnel français et même catholique, dans les différentes périodes de la guerre et de l'après-guerre jusqu'à son arrestation définitive en 89. Pourquoi il a bien représenté cette tradition antisémite française? Parce que, bon, évidemment, dans la guerre elle-même, donc il a fait fusiller 7 otages parce qu'ils étaient juifs. Et que, surtout, il était, comment dirais-je, il était chef du 2e bureau de la milice à partir du 30 janvier 1943, création de la milice. Et chef du renseignement, ça veut dire qu'il était amené à interroger un certain nombre de résistants et à obtenir des confidences, si je puis dire. Donc on imagine comment il faisait. Mais ça n'est pas tout, ça n'est pas cantonné à la période de la guerre. Après la guerre, il bénéficie en 1972 d'une grâce présidentielle de Georges Pompidou. Alors ce n'est pas une grâce de sa condamnation, hein, parce que sa condamnation, et je le précise encore, elle était prescrite déjà en 1967, parce qu'il n'avait jamais été condamné à mort que, si je puis dire, pour des crimes de guerre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a été gracié pour des peines accessoires, c'est-à-dire il devait récupérer ses droits civils, pouvoir se marier et surtout hériter de la maison parentale. C'est là qu'à ce moment-là éclate le scandale et qui fait qu'il retourne en clandestinité et qu'à ce moment-là survient dans le code pénal français l'imprescriptibilité du crime contre l'humanité, et comme il avait fait tuer 7 juifs uniquement parce qu'ils étaient juifs, il tombait sous le coup de cette loi. Alors en fait, il a fait fusiller ces 7 juifs, d'une part, enfin, d'abord et surtout selon moi, parce qu'il s'était beaucoup énervé et par vengeance de l'assassinat de Louis Henriot. Louis Henriot qui était le ministre de l'Information, qui se répandait sur Radio Paris. Mais il n'a jamais voulu admettre qu'il avait un antisémitisme personnel pour faire cet acte-là. S'il avait voulu l'admettre, il n'aurait pas pu être poursuivi théoriquement pour crime contre l'humanité.
On aurait pu dire c'est un salaud, ce qu'il a fait il y a 50 ans c'est affreux, mais c'est prescrit, on ne peut rien faire. Non, il a maintenu et soutenu qu'il avait obéi aux ordres du commandant Knab. À partir du moment où il avait obéi aux ordres du commandant Knab, il était l'acteur d'un plan concerté. Mais ça ne s'arrête pas là. En 92, pour clore son instruction, la première chambre de la Cour d'appel de Paris prononce un non-lieu. Elle prononce un non-lieu en disant, voilà, Vichy, l'État français de Vichy n'a pas agi selon un plan concerté. Et ça avait fait un tollé extraordinaire. Mais comme vous le voyez, cet antisémitisme rampant, cet antisémitisme sous-jacent, cet antisémitisme traditionnel avait aussi atteint les milieux judiciaires. Alors évidemment, après la Cour de cassation a cassé cet arrêt de la Cour d'appel et il y a eu le procès de 94 et il a été condamné. Mais voilà en quelques mots ce qui s'est passé pour Paul Touvier et pour dire au passage l'alternance qu'il y a entre l'antisémitisme individuel, la haine personnelle d'un homme qui, à partir du moment où il se situait dans la tradition française, agissait de manière masquée, de manière avec un mensonge, de manière tout en rétention. Ce n'était pas du tout, sur le plan individuel, une proclamation antisémite. Et bien évidemment, j'en viens tout de suite au problème d'aujourd'hui, où aujourd'hui, les jeunes désaxés, les jeunes désadaptés, les jeunes qui sont complètement éclatés et qui prennent l'image de l'islamisme radical parce que, bon, comme ils achèteraient des baskets, cela opère selon un antisémitisme proclamé et déclaré, un antisémitisme pulsionnel, immédiat et violent. Alors, jusqu'à présent, heureusement, il reste individuel, malgré les malheurs successifs que peuvent connaître les familles. Alors, à propos de cette affaire Ilan Halimi, il y a eu 2 livres que je vous recommande, 2 livres excellents, l'un écrit par Adrien Barrault tout de suite après l'assassinat, et qui est un livre philosophique et politique. Et l'autre livre que je vous recommande également a été écrit beaucoup plus tard, en 2011, par Morgan Sportes. Morgan Sportes a fait tout autre chose. Il a eu accès aux 8000 pages de l'instruction. Il a fait une enquête personnelle exhaustive sur Youssouf Fofana et sur les 25 qui l'ont suivi. Et comme c'est d'une qualité littéraire rare, il a eu au passage le prix interallié. Alors, pour le dire crûment, il me faudra un petit peu d'eau parce que là, moi, je n'y arrive plus. Pour le dire crûment, Youssouf Fofana a brûlé le corps d'un juif, a brûlé vif le corps d'un juif. Mohamed Merah, après avoir assassiné 3 militaires français et avoir très grièvement blessé le 4e, a poursuivi 3 enfants dans une école juive, les a tués à bout portant, et leur père aussi. Alors, dire de l'un et de l'autre que, vous me pardonnez parce que sinon je ne finis pas, dire de l'un et de l'autre qu'ils ont agi dans une perspective génocidaire, c'est idiot. Les actions individuelles ne peuvent pas avoir une perspective génocidaire. Mais dire qu'ils n'étaient pas animés des archétypes nazis, ce serait faux aussi. Autrement dit, ce sont des individus totalement désadaptés, désordonnés, instables, asociaux, qui réagissent de manière pulsionnelle, je le répète, à des images. Les images s'inscrivent et donnent immédiatement place à un passage à l'acte.
c'est un peu les différentes formes de l'antisémitisme d'aujourd'hui, tel qu'il peut apparaître. D'ailleurs, pardon, je dois m'arrêter. Et donc, oui, bah, je vais tout de suite à ma... alors, quand même, à propos de la à propos de la mort d'Ilan Halimi. Vous vous rappelez évidemment tous l'affaire de Carpentras. Quand il s'agissait d'un, comment dirais-je, d'un crime symbolique portant sur le passé plus ou moins lointain du génocide et des Juifs, il y a eu des centaines de milliers de manifestants, dont le président de la République, dont Elie Wiesel qui a fait le voyage, etc. Après la mort d'Ilan Halimi, on était, je ne dirais pas qu'on était peu nombreux, il ne faut pas exagérer. Non, mais d'accord, mais on n'était que des Juifs. Voilà, c'est un peu ça le problème. À propos justement, c'est dommage qu'il est parti, Camus, c'est que là, il n'y avait plus les organisations de gauche et d'extrême gauche qui étaient dans le cortège. C'est aussi vrai après l'affaire Mohamed Merah. Voilà. C'est-à-dire à partir du moment où maintenant on a des actes directs, des crimes pulsionnels, des crimes, des passages à l'acte, bien, si vous voulez, on les interprète soit sous couvert de la crapulerie pure, ça c'est Youssouf Fofana, sauf que l'association crapulerie-antisémitisme est à l'origine même du nazisme, donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas à l'origine d'autres, et sauf que on a beaucoup interprété sur, comment dirais-je, ces pauvres individus qui avaient une vie tellement difficile, tellement malheureuse, que ça pouvait expliquer qu'ils réagissent comme ça. Pas du tout, pas du tout. On dit toujours Youssouf Fofana, l'enfant des cités. Youssouf Fofana, de sa naissance à l'âge de 14 ans, il habitait 12e arrondissement, près de la place d'Aligre. C'était pas l'enfant des cités, c'est pas vrai. Et après, ils ont déménagé pour aller à Bagneux. Mais dans les années qui comptent, c'était pas un enfant des cités. Bon, il avait une pathologie personnelle, je dirais, sur laquelle je n'insisterai pas, qui fait qu'il est entré il était déjà scolarisé dans le 12e arrondissement, très jeune. Bon, il avait donc une pathologie personnelle qui a fait qu'il s'est aussi coupé de sa famille. Et c'est bien, je veux dire, pour dire une seule chose, et je vais m'arrêter là, que ce soit Mohamed Merah ou que ce soit lui, ce sont des personnalités en rupture, ce sont des électrons libres, ce sont des, comment dirais-je, des garçons mal structurés, mal identifiés, qui se raccrochent à l'antisémitisme comme seule identification possible, mais qui s'y raccrochent dans un phénomène donc pulsionnel et criminel, parce qu'ils sont habités par des archétypes. Alors demain, quels seront les archétypes de demain? Je n'en sais rien, mais en tout cas les archétypes d'aujourd'hui restent brûler juif un juif, brûler vif, pardon, un juif, ou tuer des enfants dans une école. Voilà, ça reste les archétypes issus de cette histoire-là. Je m'arrêterai là. Peut-être on laisse Xavier Hofer s'installer, mon ami criminologue arriver et s'installer, et on passe au préalable la parole à Jonathan Ayoun. Alors la question c'est est-ce que les réseaux sociaux amplifient ou non l'antisémitisme? Est-ce que d'une certaine manière ils le débrident? Est-ce qu'ils créent un espace d'impunité? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on peut les contrôler? Est-ce que les lois en vigueur peuvent être appliquées sur ce vaste terrain virtuel? Voilà ce que j'aurais envie de savoir, Jonathan. Bonjour, merci de l'invitation. Je suis ravi de m'exprimer à cette table auprès donc du BNVCA et de Samy Gozlan, et en plus à l'Assemblée nationale, ce qui a toujours pour moi un sens particulier. Les questions que vous avez posées, je vais essayer d'y répondre avec une parole non pas de juriste, ni une parole scientifique sur la manière dont s'exprime l'antisémitisme sur Internet, mais avec simplement une parole militante
celle d'une organisation qui a beaucoup agi ces derniers temps sur la lutte contre l'antisémitisme sur Internet. Et le phénomène qui se déroule en France, au-delà de rentrer plus en détail sur la responsabilité des acteurs du numérique et où on en est dans la loi française, c'est un phénomène qui se déroule de manière très particulière en France. C'est-à-dire que la manière dont la toile s'est enflammée avec des messages de haine antisémites, je ne suis pas expert en la matière pour pouvoir dire ça avec une assurance. D'ailleurs, je pense que personne n'a fait d'études en ce sens, mais je pense que c'est en France que le phénomène est très particulier. Je vais prendre pour démarrer un seul exemple, qui est le moteur de recherche Google. Comme vous le savez, j'imagine tous, lorsqu'on fait une recherche sur Google, le moteur de recherche nous suggère d'y associer des mots. Et les mots qui sont suggérés sont souvent les mots les plus recherchés par les internautes. C'est le résultat de requêtes des internautes. Et bien l'année dernière, pendant la campagne électorale, à côté des noms Sarkozy et Hollande, le premier mot suggéré était le mot juif. C'est-à-dire que pendant la période où les Français se demandaient pour qui voter, eh bien pour les deux personnes les plus influentes dans le monde politique, ou en tout cas amenées à avoir la haute responsabilité, la première question que se posaient les Français, c'était de savoir s'ils étaient juifs ou non, et je ne entrerai pas plus dans les détails sur les sites qui étaient justement tout de suite après suggérés. Donc si on suivait l'orientation proposée par Google, eh bien on était très rapidement, lorsqu'on veut chercher pour qui voter dans la France de 2012, amené à un site antisémite. Et ce phénomène-là, qui n'existe pas ailleurs, puisque lorsqu'on cherche les noms des politiques aux États-Unis, nous n'avons pas le mot juif qui est suggéré à côté, pourrait être placé derrière la liberté d'expression. Là-bas, cela n'est pas un problème, on peut faire des fichiers juifs. En France, cela est interdit, et c'est cela qui entraîne ce genre de phénomène. Mon analyse est plutôt que nous vivons aussi dans un pays où le fantasme quant à l'influence supposée des juifs dans le monde de la finance, des médias et de la politique est encore extrêmement présent et enraciné, et l'illustration de Google en est une preuve criante. Aujourd'hui, alors je vous le dis aussi tout de suite, si vous allez sur Google à nouveau faire ce type de recherche, vous ne trouverez plus le mot juif, puisque suite à l'action en justice que nous avions menée l'année dernière, eh bien il a été enlevé de la grande liste des personnalités dans le monde politique, de la finance et des médias, donc ce type de recherche n'est plus possible. Merci. Alors, le phénomène qui se déroule donc avec cet exemple de Google a pris une ampleur aussi particulière ces dernières semaines, vous l'avez remarqué, avec l'affaire Twitter. Ce que nous avions observé au mois d'octobre dernier était l'apparition d'un concours d'antisémitisme sur le réseau social Twitter. Et à ce moment-là, eh bien, un individu, a proposé un bon juif comme hashtag, comme sujet de rassemblement, de discussion, et à chaque internaute ensuite de compléter comme il souhaitait cette expression-là. Son intention était que cela soit complété de manière extrêmement violente, et ça l'a été, puisque un bon juif est un dur à cuire, un bon juif ressemble à un tas de cendres, et un bon juif est un juif mort, ont été multipliés de manière assez impressionnante, au point d'amener cet appel à la haine parmi les 3 sujets les plus populaires du réseau social. Donc durant une journée sur Twitter, on avait comme sujet suggéré, comme sujet de discussion les plus en vogue, par exemple le commentaire sur le dernier match sportif, sur le dernier film sorti au cinéma, et en 3e sujet le plus discuté, eh bien, un concours d'antisémitisme. Le phénomène a continué jusqu'à encore le mois dernier avec le hashtag si j'étais nazi. Il a également été... Le réseau social a également été le lieu d'appel aussi à la haine à l'égard des homosexuels et des musulmans, des noirs également, mais le phénomène a démarré avec le hashtag un bon juif, et je reviendrai sur l'affaire Twitter un peu après, mais ce que je voudrais dire aussi, c'était qu'au-delà de ces appels au meurtre, le phénomène qui m'a également mis mal à l'aise, c'est les commentaires qui étaient associés lorsqu'à ce moment-là, eh bien, le monde antiraciste, le monde communautaire s'est indigné. J'entendais un nouveau discours, qui est le discours de la concurrence des racismes. Il fait suite à la concurrence des mémoires. Le discours du 2 poids 2 mesures. Ah, parce qu'on s'en est pris aux juifs sur Twitter, eh bien ça en devient un sujet national. Parce que c'est de l'antisémitisme, alors cela mobilise le monde associatif, le monde politique. Si ce n'était pas le hashtag un bon juif qui était arrivé parmi les 3 sujets les plus discutés, on n'en aurait pas fait une telle affaire. Voilà le discours qui accompagnait, qui m'a gêné, qui n'était pas un discours directement antisémite, qui n'était pas donc celui des auteurs de ces messages-là, mais qui était le discours qui venait banaliser ce type de message et en même temps insinuer
que c'est parce que les juifs savent bien parler de l'antisémitisme que ça devient un sujet tellement discuté. On serait favorisé, et cela me fait penser d'ailleurs à une blague, qui pour moi est la meilleure illustration, où dans l'Union soviétique, lorsque il y avait une période de ravitaillement, les gens faisaient une queue très longue pour acheter du pain à la boulangerie, et que les policiers arrivent et disent en premier, les juifs, il n'y aura rien pour vous, vous pouvez partir. Et puis après, il dit, les étrangers en général, il n'y aura rien pour vous, vous pouvez partir. Ensuite, ils reviennent, ils disent, les trotskistes, il n'y aura rien pour vous, vous pouvez partir. Et enfin, les policiers reviennent et disent à tout le monde, en fin de compte, il n'y a pas de pain du tout, vous pouvez tous partir. Et là, il y a deux personnes qui attendaient donc depuis plus de 2 heures, qui disent, ah, encore une fois, les juifs ont été prévenus en premier. Et pour moi, c'est très symptomatique du phénomène qui est en place. Pour parler de la suite de l'affaire Twitter, donc, ces phénomènes, ce réseau social, Internet en général, devient un lieu, en effet, d'expression d'antisémitisme et de racisme, où les gens se sont désinhibés. Où grâce à un avatar, grâce à un pseudo, donc sous couvert d'anonymat, on se libère de sa responsabilité et on se permet de tout dire. Il n'est pas question de rendre responsable de cela Internet en général, ou cette invention, l'idée de dire que là nous avons un espace qui ne doit pas devenir un espace de non-droit parce que ça reste un espace public, qui ne doit pas avoir une protection particulière et où ceux qui ont des responsabilités dedans, c'est-à-dire les acteurs du numérique, doivent également prendre leurs responsabilités et être garants de ce qui est dit et prémunir les messages de haine. Nous avons une loi en France, qui est la loi de la confiance en l'économie numérique, qui date de 2004, qui est pour moi suffisamment efficace en la matière. L'idée n'est pas de mettre en place un système de contrôle, de surveillance en amont des messages qui seront postés sur Internet. De toute façon, c'est impossible. Pas question de venir contrôler chaque message qui est mis sur Twitter avant, sinon on tue même le sens de cet outil, qui est un outil fabuleux. Mais c'est une fois que les messages sont postés, à partir du moment où moi, individu, ou moi, association, on décide d'alerter Twitter des messages de haine qui sont présents sur le réseau social, eh bien il se doit rapidement de les retirer. Et s'il ne le fait pas, alors à ce moment-là, il en devient responsable. Et bien dans l'affaire qui s'est déroulée depuis le mois d'octobre dernier, Twitter à aucun moment, Twitter n'a pas retiré les messages de haine, si ce n'est un moment particulier ou pendant 2 jours, pour éteindre l'incendie, ils ont retiré 60 messages qu'on leur avait signalés. Ce qui n'était pas une solution en soi, puisqu'ils n'ont pas respecté ça. Et la deuxième chose, c'est que Twitter protège l'anonymat des auteurs des racistes et antisémites sur Internet, sur Twitter. C'est-à-dire que, en leur offrant ce boulevard de messages d'expression de haine, en leur offrant un espace où ils peuvent s'exprimer en totale impunité, pour nous, ils en deviennent également responsables. Et c'est pourquoi l'action en justice, la décision de justice du 24 janvier dernier a rappelé qu'en France, nous avons une législation suffisamment efficace et que Twitter est hors la loi lorsqu'elle fait ça. L'affaire est encore à suivre, puisque depuis le 24 janvier, l'entreprise américaine n'a toujours pas décidé ni de donner les adresses des auteurs de ces messages-là, ni de mettre en place un système de signalement comme l'impose la loi. Donc nous sommes encore en action en justice là-dessus, et puis le BNVCA par ailleurs est aussi en ayant porté plainte contre X dans une enquête qui est auprès de la police et aussi menée sur les auteurs de ces messages-là. Je ne vais pas plus m'étendre sur les questions techniques là-dessus, mais terminer également par l'autre phénomène aussi qui est intéressant de dire sur ce qui s'est déroulé. L'antisémitisme que l'on a vu se répandre sur Twitter était un nouvel antisémitisme, mais qui était extrêmement nourri par le vieil antisémitisme, par les plus vieux préjugés. Nous avons vu qu'on ne prenait pas simplement Israël, qui était notamment un sujet fort, mais pas seulement. On voyait ces jeunes, parce qu'on présume que ce sont essentiellement des jeunes qui ont utilisé Twitter, venir reprendre les arguments négationnistes, reprendre des photos de déportés ou des camps qu'ils venaient détourner, reprendre les vieux arguments des protocoles des singes de Sion, rappeler sur le lobby juif et l'influence juive, rappeler que les préjugés sur la richesse des juifs, sur la solidarité, sur les plus vieux préjugés que nous avions dans notre pays, qu'on avait l'impression qu'ils avaient disparu, qui étaient remplacés par un nouvel antisémitisme qui puisait simplement dans l'antisionisme sa haine, en réalité vient mêler les deux. Vient faire en sorte que, sur Internet, sur Twitter, ce sont ces deux types d'antisémitisme-là qui se rejoignent.
et enfin en se drapant de la liberté d'expression, c'est-à-dire de cet argument de on peut tout dire, cela n'est pas grave, et qu'en réalité si les juifs veulent empêcher notre possibilité de se moquer de la Shoah ou de nier la Shoah, c'est en réalité parce qu'ils veulent défendre leurs propres intérêts, et que donc en réalité ce n'est pas qu'ils sont contre la liberté d'expression, c'est pas qu'ils sont pour la liberté d'expression, mais qu'ils sont simplement pour l'affaire des juifs, ce qui est un discours purement antisémite qui se cache derrière une recherche de liberté illimitée. Sachant que par ailleurs, ce sont aussi les mêmes qui critiquent les Américains, mais qui, lorsqu'il s'agit du premier amendement, sont les premiers à les défendre. Mais bon. Dieudonné a une influence extrêmement importante là-dessus, quand on voit que son discours de la concurrence des mémoires et de la concurrence des racismes est tant repris sur Twitter ou sur Internet en général, on comprend que son influence est beaucoup plus grande qu'on peut le penser. Et que s'il n'est plus présent dans les médias grand public, eh bien dans ces médias alternatifs, il a une influence extrêmement répandue, lui et également Alain Soral. Et il ne faut pas banaliser cela, minimiser cette figure d'autorité pour un très grand nombre de nos jeunes. Cela est toujours inquiétant. Et s'il n'est plus invité à la télé, et si ses films ne sortent plus au cinéma, au opéra ou sur les Champs-Élysées, eh bien son discours continue de porter. Et je termine par une dernière anecdote, et je terminerai là-dessus. Ces phénomènes, je me permets d'en parler pas simplement parce qu'on les a observés sur Internet, mais également parce que lorsque nous intervenons dans les collèges pour lutter contre l'antisémitisme avec le programme Coexiste, c'est également ce que nous observons, ce que nous constatons. Les jeunes reprennent également ces discours-là, et les théories du complot, les thèses conspirationnistes ont une influence extrêmement grande. C'est-à-dire on intervient tous les ans dans les quartiers depuis maintenant 8 ans, dans les écoles, dans les collèges des quartiers populaires. C'est une formidable caisse de résonance de là où en sont la circulation des préjugés. Eh bien je peux vous dire que cette année, ce qu'on a observé depuis le mois de septembre et qui a pris une influence extrêmement importante, c'est les théories du complot. C'est ces jeunes qui vont sur YouTube voir des vidéos des Illuminati ou autres grandes thèses des conspirationnistes et imaginer eux-mêmes, encore une fois, mélanger le virtuel et le réel. Pour eux, eh bien, ce monde virtuel qu'ils sont créés, où ils changent le monde, vous savez, quand on est jeune, on a envie de refaire le monde. Et bien, eux, leur manière de refaire le monde, qui est complètement déréalisée, elle est nourrie par de la haine. Et lorsqu'on va intervenir dans ces classes-là, on est aussi parfois démunis, parce que ce ne sont plus simplement des préjugés classiques, racistes, antisémites, c'est des théories du complot extrêmement enracinées. Et cela rejoint ce qui se déroule sur Internet, c'est-à-dire que le mélange du virtuel et du réel entraîne que les jeunes se déresponsabilisent de ce qu'ils disent, et l'importance de ces actions en justice qu'on mène et que BNVCA mène également, c'est la vertu pédagogique. Venir leur rappeler qu'ils ne peuvent pas tout dire, que dans notre pays on a des lois qui nous empêchent de laisser libre cours à nos pulsions de haine, eh bien c'est peut-être aussi une des meilleures pédagogies, parce que sur Internet on n'a pas de cadre pédagogique, si ce n'est le rappel à la loi, et le rappel à la loi en soi est un énorme combat contre l'antisémitisme, pas simplement contre ceux contre qui nous portons plainte, mais également pour tous les autres qui de fait viennent apprendre à nouveau, pour certains viennent apprendre, que dans notre pays, heureusement depuis des décennies, eh bien, des lois sont passées pour empêcher de dire sale juif dans la rue comme sur Internet. Merci. Les préjugés sont effectivement partout, ils sont même, il faudrait qu'on s'interroge là-dessus, pas forcément là où on les croit, parce que, avant de passer la parole donc à Xavier Hofer, criminologue, je voudrais rappeler ce petit élément de l'affaire Mera. Moi, ce qui m'a extrêmement frappé, si vous voulez, c'est que bon, on a ces assassinats qui sont perpétrés, et pendant quelques jours, toute la machine médiatique, mais également la machine policière et la machine judiciaire se focalise très étrangement sur la piste de l'extrême droite, comme si ça ne pouvait venir que de là. Et je trouve que c'est très intéressant de s'interroger là-dessus, et c'est probablement, d'ailleurs on est en train de le comprendre aujourd'hui, ce qui explique un tout petit retard à l'allumage de l'enquête et un retard dans la connexion des fichiers, et probablement un retard pris dans la neutralisation, la localisation et l'arrestation entre guillemets de Mohamed Merah. Donc voilà, les préjugés ils sont absolument partout, et c'est un peu comme si on refusait de penser, d'imaginer, de conceptualiser ce entre guillemets nouvel antisémitisme. Donc Xavier Hofer, criminologue, lui
et voilà, nous apporter ces éléments à lui dans le constat de cet antisémitisme dont je ne sais pas dire, dont je ne sais pas encore vous dire s'il est nouveau ou pas nouveau, s'il est le prolongement de l'ancien ou le même sous une autre forme. Voilà, à toi Xavier. Merci. Donc dans une réunion de ce type, il y a plusieurs sortes de responsables et plusieurs sortes de responsabilités. Il y a des gens qui ont des responsabilités politiques, et notamment au niveau de la conclusion de la journée d'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des responsabilités étatiques ou fonctionnelles dans la protection des citoyens en général ou de tel ou tel segment de la population française. Et puis il y a des gens comme moi qui ont plutôt des responsabilités dans le domaine des diagnostics, à savoir que ce à quoi on sert, dans le cas particulier et puis d'autres fois, dans d'autres circonstances et devant d'autres publics, à faire des diagnostics, c'est-à-dire le plus tôt possible pour que ce soit à temps de dire voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on a devant nous et de le dire de manière aussi claire et aussi compréhensible que possible. La première chose que je voulais vous dire, c'est que les attentats antisémites entrent naturellement dans une catégorie plus large, c'est la catégorie des attentats en général. Il y a dans notre pays, dans d'autres pays et à la surface de la Terre, des gens qui, en général, pensent qu'on peut résoudre les problèmes politiques ou les problèmes religieux par la violence et par la bombe et par le sang. Donc c'est à l'intérieur de cette catégorie générale-là qu'il va falloir aller chercher les sujets, si vous voulez, qui nous intéressent aujourd'hui. Et deuxièmement, la deuxième chose que je voulais vous dire, parce que ça c'est très important de le comprendre, c'est de placer les choses dans le cadre le plus vaste possible, de manière à ce qu'on y voit clair à l'échelle de tout un continent. Un continent où désormais tout le monde peut se déplacer comme il le souhaite, l'Union européenne, liberté de circulation des êtres humains et des marchandises, on peut monter dans un train à Stockholm ou alors je ne sais pas, à Berlin et arriver à Paris sans voir quiconque ressemble à un douanier ou à un policier. C'est naturellement un gain merveilleux de liberté pour tous les citoyens européens, mais ça nous impose de regarder à la grande échelle ce qui se passe, parce qu'un être humain peut se trouver un jour à Athènes et puis le lendemain à Paris, sans avoir vu un policier ou un douanier, et donc c'est à l'échelle du continent entier qu'il faut réfléchir à notre sécurité collective, en tout cas à l'échelle minimale de l'espace Schengen, c'est-à-dire l'espace de tous les pays qui ont mis en commun un fichier qui permet justement de vérifier à l'extérieur, et puis après ça, à l'intérieur, les gens circulent comme ils veulent. Ce qui se passe en matière de terrorisme à l'échelle de l'Europe entière, de l'Union européenne, est extraordinaire. Il y a eu une situation qui a perduré en gros entre les années 1970 et puis les années 2010, et depuis la moitié de la décennie 2000 à 2010, c'est-à-dire depuis les années 2005 à 2007, telle qu'on l'a connue dans les 40 années précédentes, c'est-à-dire entre les années 70 et puis le début des années 2000, c'est-à-dire pendant presque 40 ans, le terrorisme est en train de s'effondrer et pour ainsi dire pratiquement de disparaître. Le terrorisme tel qu'on l'a connu, c'est-à-dire sous sa forme organisée avec des réseaux, avec des bandes, avec des noyaux, avec des cellules, ce terrorisme-là est pratiquement en train de disparaître. Nous n'avons pas encore entièrement les chiffres de 2012 tels qu'ils sont compilés par Europol. Je suis un des conseillers d'Europol sur les affaires de liaison entre les universitaires et puis les gens qui ont des responsabilités fonctionnelles au niveau de l'Union européenne dans ces domaines, donc avec un collègue allemand, un collègue britannique, un collègue espagnol, portugais, etc. On travaille avec les données que nous donne Europol pour tout un continent qui fait 500 millions d'habitants. Il y a eu en 2012 moins de 200 attentats, ça c'est une certitude, on n'a pas encore les chiffres précis, et surtout ce qui est extraordinaire, c'est que l'énorme majorité de ces attentats-là, pour tout le continent européen, se résument maintenant à des activités, à des actes, à des attentats commis en Irlande du Nord et en Corse, c'est-à-dire sur deux zones de l'Europe qui sont microscopiques par rapport à la taille du continent. Aujourd'hui, la statistique de toute l'Union européenne en matière de terrorisme peut varier de manière considérable selon que dans l'année, en Corse, il y aura eu une nuit bleue de plus ou de moins. Il y a 25 pays sur 27 de l'Union européenne qui sont maintenant pratiquement hors terrorisme.
j'insiste, que ce soit des attentats réalisés ou alors des attentats sérieux entrepris. C'est-à-dire que ça décompte non seulement les bombes qui ont explosé, mais la bombe qu'on a retrouvée au pied du mur sans qu'elle n'ait explosé, mais une vraie bombe qui aurait pu tuer et qui avait donc menace réelle et début de passage à l'acte. Donc vous avez, au niveau de l'Europe entière, moins de 200 attentats, la plupart en Irlande du Nord et en Corse, et surtout, la plupart de ces attentats ne sont pas des attentats islamistes. En tout et pour tout, depuis 2009, c'est-à-dire l'année 2009, l'année 2010 et l'année 2011, vous avez pour toute l'Union européenne recensé et comptabilisé comme tel 4 attentats en 3 ans. Cette forme-là de terrorisme a disparu. Pour 2 raisons essentiellement. La première, c'est qu'à l'intérieur des plus activistes au sein du monde islamique, il y a toujours eu une dialectique entre ce qu'ils appelaient le djihad lointain et le djihad proche, c'est-à-dire faut-il se bagarrer dans son propre pays ou alors faut-il aller frapper les grands satans à l'étranger? Eh bien, manifestement, avec les révolutions dans le monde arabe, le djihad proche pour l'instant a repris le dessus, et donc le djihad lointain allait commettre des attentats chez les autres, au loin, frapper ceux qu'on considère comme les ennemis de sa foi, naturellement dans une acception fanatique de cette religion. Eh bien, c'est en pleine décrue. À l'heure actuelle, vous allez dans des pays, et c'est important parce que c'est dans ces pays-là que c'est apparu, vous allez dans les pays de la péninsule arabe, vous allez parler à des jeunes dans des lycées, dans des universités, ce qui nous arrive de temps en temps, de ce qui se passe à l'heure actuelle, de Bin Laden, etc. Et à la fin d'une de ces réunions, j'ai dit à un de mes collègues, je reconnais très bien le regard que ces jeunes gens nous jettent, c'est le regard que moi-même je jetais à mon propre grand-père quand il me racontait pour la 112e fois la bataille de Verdun. Le vieux nous enquiquine avec ses salades, c'est pas ça qui nous intéresse, nous on a d'autres centres d'intérêt. Heureusement, là où cette variante fanatique d'une religion a démarré, c'est en train de décroître et de décroître très fortement, et ça intéresse énormément moins de gens qu'avant. Voilà donc la situation au sens large. Un continent où petit à petit, après 40 ans, vous savez que le terrorisme avance par vagues. Il y a eu une vague anarchiste ou nihiliste à la fin du 19e siècle. Il y a eu une vague balkanique dans les années 30 ou 40. Je parle de ce qui affecte notre continent, l'Europe. Il y a eu une vague liée au problème du Moyen-Orient et au problème palestinien dans les années 70-80. Puis après ça, il y a eu une vague djihadi, comme on l'a appelée. Il semble que cette vague-là, du moins pour le continent européen, est maintenant soit en train de retomber et que les gens que ça mobilise soient beaucoup moins nombreux et beaucoup moins soutenus qu'auparavant. On connaît tous la pensée de Mao Tse-tung sur le poisson dans l'eau. Eh bien, il semble qu'au moins dans notre monde et dans le monde qui nous est proche, c'est-à-dire celui du Moyen-Orient, ce poisson-là, le poisson de la toute petite minorité qui au sein des fanatiques les plus durs du monde islamique, veulent résoudre les problèmes par la bombe ou par l'attentat, ce problème-là, ce poisson-là, pardon, n'a plus beaucoup d'eau. Ce qui a été le tournant, naturellement, c'est les scènes atroces qu'on a tous vues à la télévision avec des fous furieux qui égorgeaient les gens devant la télévision. Nous avons pas mal d'activités en Afrique, et dans l'islam africain, on rencontrait des gens qui étaient effondrés, qui disaient « mais ça, c'est pas du tout moi, c'est pas du tout ma religion ». C'est quelque chose qui nous écœure au plus haut point. Et petit à petit, le côté Robin des Bois que pouvait avoir le courant djihadi à certains moments, sous Bush, là, au moment du 11 septembre, cette espèce de petit élan de sympathie a disparu devant des actes aussi monstrueux que celui-là, et d'autres, bien entendu, dont il a été fait mention tout à l'heure autour de cette table. Ça, c'est le bilan aujourd'hui en ce qui concerne les formes de terrorisme que nous avons connues au cours des 40 dernières années. Reste ce qui émerge, reste ce qui est nouveau, reste ce qui commence. Et ça, il faut bien le dire, ça n'a pas été vu d'une manière géniale. Frédéric parlait tout à l'heure de l'espèce de petite hésitation dans le diagnostic justement à Toulouse, et c'est là où je voudrais en venir, parce que c'est ça le plus important et c'est ça qui importe pour l'avenir. Il y a à l'heure actuelle, alors
disons tout de suite, j'ai une petite réserve dans ce que j'ai entendu l'autre jour dans la bouche d'un ministre, il n'y a pas des dizaines de MERA en France, je ne le pense pas et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a à l'heure actuelle une catégorie très précise d'individus. Notre ami psychiatre en a fait sur le plan psychiatrique un tableau qui est parfaitement celui que nous faisons nous aussi, mais qui a une dimension supplémentaire. C'est que les gens en question ne sont pas seulement mal dans leur peau, ce ne sont pas seulement des individus qui sont perturbés, ce sont aussi des gens dont l'esprit est en proie à une espèce d'oscillation perpétuelle entre l'activité criminelle et puis l'espèce de justification par des motifs religieux, factices le plus souvent. Et donc nous avons affaire là à des individus hybrides. Ce qui a posé problème, et quel problème dramatique à Toulouse, c'est que la nature hybride de l'individu en question n'a pas été vue assez vite. Elle n'a pas été vue assez vite à Toulouse, elle avait été vue à Paris, mais par d'autres, et donc ceux-là n'ayant pas la responsabilité sur le terrain, ils n'ont pas pu agir assez vite. À Paris, au bout de l'assassinat des 3 militaires, un haut responsable du renseignement m'a dit c'est Kelkal, hein, faisant référence aux militants du GIA qui avaient été tués à Lyon, après justement que lui aussi essayait de faire un attentat contre une école juive dans les années 1990, c'était effectivement le même type humain, c'est-à-dire une espèce d'oscillation entre le fait de prendre une cuite un jour et puis de prier le lendemain toute la journée, d'aller dans des boîtes de nuit et puis de dire qu'on allait chercher à faire le djihad en Afghanistan, cette espèce de malaise au sein du même individu, cette activité hybride d'autant plus dangereuse que les individus en question, naturellement, ont une activité criminelle. Dans le cas de Mera, on sait que maintenant qu'il était payé pour conduire des voitures dans des braquages parce qu'il conduisait très bien, que lui-même de temps en temps allait braquer la supérette du coin, que dans ces conditions-là, réunir 5 000 ou 10 000 euros, c'est pas difficile, qu'en plus de ça, une fois qu'on a 5 000 ou 10 000 euros, comme on est en marge du milieu criminel, se procurer des armes à feu, c'est très simple. Les armes à feu ne sont pas destinées, dans ce cas-là, à l'activité fanatique ou au terrorisme, mais elles sont destinées au braquage ou aux activités criminelles, mais au fond, ce sont les mêmes. Et donc, on a vu à quel point un individu, à partir justement de cette pratique criminelle, au jour le jour, était capable de bricoler sa petite activité de terroriste à lui tout seul, parce que je ne pense pas non plus qu'il ait eu de complice. Et il l'a fait à partir d'éléments, tout montre qu'il était pratiquement illettré. Quand on lit les échanges, les 170 pages d'échanges qu'il, à un moment donné, là, avec les policiers qui veulent l'inciter à se rendre, on s'aperçoit qu'il est pratiquement illettré, parce que la description qu'il fait de Toulouse, alors je suis passé dans l'avenue toute droite, après ça il y avait un portage rouge sur la gauche, et puis je suis passé devant l'usine dont le mur est peint en bleu, ce sont les références de quelqu'un qui ne sait pas lire les panneaux avec les noms des rues, très clairement. Donc on a affaire à un individu qui est très rustique, d'une part, qui deuxièmement semble pas être extrêmement malin, parce que parmi les confessions qu'il fait, il dit j'ai été en Afghanistan et j'ai pas trouvé de talibans. C'est peut-être pas exactement le sujet sur lequel faire de l'humour, mais quand même ne pas trouver de talibans en Afghanistan, c'est aller à Montélimar et ne pas trouver de nougat, n'est-ce pas? C'est à peu près pareil, c'est quand même, il faut être fort dans son genre. Et dans ces conditions-là, on voit comment des individus comme ça sont capables, à eux tout seuls, de monter des petites affaires dans le cadre de ce que, exactement, aussi, là la psychiatrie nous est utile, de ce qu'on peut appeler des délires à plusieurs. Ils sont solitaires dans le sens où ils n'ont pas une organisation autour d'eux, mais quand même, ils peuvent avoir attiré dans leur jeu une mère, comme Breivik, un frère, comme Mera, et on est dans une sorte d'attirance un petit peu morbide dans ces cas-là. Ça n'en fait pas une organisation terroriste pour autant, et je pense que le grand problème de ce que dans notre langage on appelle l'horizon prévisible, c'est-à-dire les années entre 2013 et 2020, au-delà ça se perd dans les brumes et on y voit plus très clair, je pense que le travail principal de la police et du renseignement va consister à apprendre à identifier des individus. N'oubliez pas qu'il a fallu très longtemps à la police et au renseignement policier pour passer de l'individuel au collectif. Il a fallu longtemps pour que 10, 20, 30 ans pour que police après police, à mesure où les phénomènes se déroulaient dans leur pays, on apprenne
à passer du criminel individuel, du crime passionnel, du type qui tue sa tante pour piquer l'héritage, etc., à la notion d'organisation. D'abord le crime organisé, ensuite le terrorisme. Et je pense, mon cher Frédéric, que pour les années qui viennent, et je conclurai là-dessus, le grand défi, et on peut tous pousser à ça en incitant les responsables politiques à orienter, parce que dans un État républicain, la police et le renseignement obéissent aux autorités politiques, leur dire, formez des gens, envoyez-les sur le terrain, il faut arriver à trouver des individus qui ont telle et telle caractéristique, et les déceler et les détecter à temps, avant qu'il ne soit trop tard. Alors évidemment, dans des pays comme les autres, on ne fait pas de procès pour des crimes par la pensée, mais je pense qu'il n'y a pas tant que ça de personnes qui représentent les caractéristiques d'un Meyrat en France. Il doit pouvoir être gardé à l'œil, et à partir du moment où il commence à se livrer à quelque chose qui ressemble de près ou de loin à un passage à l'acte, et bien à ce moment-là, on les arrête et on leur demande qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer. Donc ça doit résoudre l'essentiel du problème. Je voudrais terminer sur un tout petit point pour montrer que dans ces profils-là, il n'y a pas que des musulmans, évidemment loin de là. Entre dans cette catégorie-là aussi l'homme qui a provoqué, qui s'est livré au carnage Breivik, là en Norvège, l'été d'avant. Il était clair qu'à partir du moment où on regardait, où on observait ce qu'il était en train de faire, on avait tout ce qu'il fallait pour prévenir le carnage en question. On n'a pas regardé le bon individu au bon moment, et c'est comme ça que le drame s'est produit. Que préparait-il? D'abord, ce qu'il pensait, il le disait. Il avait un blog sur Internet où il disait exactement, c'est la dégénérescence. Alors là, c'était pas l'islam qui était en danger de mort, c'était le contraire. Les musulmans sont partout, on est envahis, il faut se battre. Et il le disait très clairement. C'est-à-dire qu'il annonçait très clairement qu'un drame allait se produire. Il ne disait pas que lui-même allait le provoquer, ce drame, mais il était clairement dans cette dimension-là. Ensuite de quoi, voilà un homme qui s'inscrit dans un club de tir et qui n'y fout jamais les pieds. Simplement parce qu'il a une carte, et qu'avec la carte en question du club de tir, il va pouvoir aller acheter une arme dans une armurerie en disant bah, c'est pour le club de tir. Et puis deuxièmement, il déclare fictivement la création d'une entreprise agricole. Alors comme il a un papier en tête, mais il n'y a que ça, il n'y a pas de ferme derrière, mais avec le papier en tête, il va pouvoir acheter des produits agricoles qui servent comme engrais, lesquels engrais en question, soi-disant engrais, mélangés avec du fioul, donnent un explosif extrêmement puissant. La première fois où il a été utilisé, c'est à Oklahoma City, en 1995, un attentat fait par des fanatiques. Alors ceux-là étaient protestants, ni juifs, ni musulmans, ni quoi que ce soit. Ceux-là étaient des Américains protestants. Et une camionnette remplie de cet produit agricole plus de fioul a anéanti complètement un immeuble entier dans lequel il y avait une école maternelle et une vingtaine d'enfants, et en dehors de ça, dans un rayon d'1 kilomètre à la ronde, a violemment endommagé 160 immeubles qui étaient ravagés, plus de fenêtres, plus de portes, etc. On voit donc combien de tels produits mis à la portée de tout le monde peuvent être extrêmement dangereux. En croisant un certain nombre de données toutes simples, les gens qui tiennent des discours apocalyptiques, ceux qui simplement s'inscrivent quelque part et n'y mettent pas les pieds, ceux qui créent des entreprises fictives et n'en font pas simplement, je crois qu'on arrivera à résoudre, rien ne peut être résolu à 100%, mais là, en croisant un certain nombre de catégories simples, mais en le faisant assez tôt, et ce travail nouveau de la police et du renseignement ne peut être qu'un travail préventif, regarder, faire de la microchirurgie, s'intéresser à de très peu d'individus, mais en les suivant d'un peu près, et comme ça, on arrivera sans doute à résoudre les problèmes à 90%. Donc, message d'espoir, le terrorisme tel qu'on l'a connu au cours des 40 dernières années, cette forme de terrorisme-là baisse, il y a de nouveaux défis, mais ils ne sont pas insurmontables. Merci, mon cher Frédéric. Merci beaucoup, Xavier Hofer,
Merci à Jonathan Ayoun, les étudiants juifs. Merci à Jean-Yves Camus qui a dû nous quitter tout à l'heure. Je crois qu'il reviendra en fin d'après-midi, puisque le débat va continuer. Merci au docteur Dubec, le psychiatre. Et merci bien sûr à Frédéric Ploquin qui a animé avec beaucoup de maestria ce débat.